Rebonjour à toutes et à tous. Euh, je ne sais pas si vous êtes encore beaucoup sur cette chaîne, c'est très flatteur. Je ne sais pas, donc je vais me permettre un petit rappel oral si tout le monde a bien compris et sait exactement comment ça se passe pour changer de salon. Donc pour changer de salon, vous avez normalement soit sur notre site des boutons au-dessus, soit si vous êtes directement sur Twitch, des boutons en dessous correspondant aux différents salons. En cliquant dessus, vous arrivez tout simplement sur le salon correspondant à vos envies. Alors, je n'ai plus en tête exactement les speakers sur les différents salons. N'hésitez pas à aller regarder. Donc oui, en salon rouge, vous avez donc Jérôme Genver avec la motivation 3.0. En salon violet, vous avez Alain Cibous qui va vous faire un Rex sur l'atteinte d'un objectif avec un collectif. En vert, vous avez Laurent Romani qui va vous présenter la formation par l'apprenant. Et en orange, vous avez Michael Bureau qui vous présente, alors j'ai un petit trou de mémoire sur le titre du... Facilitation et gamification pour Michael Bureau. Voilà. Donc voilà, donc nous de notre côté, du coup, on va démarrer. Du coup, Hicham, je te laisse prendre l'introduction, je te laisse... Yes, merci beaucoup. Super. Bah, si vous nous entendez, c'est que vous êtes sur le salon principal et effectivement, nous allons vivre ensemble un atelier et pas n'importe lequel. Un atelier où on va essayer de construire ensemble pendant 1 heure le guide de la facilitation de la communauté FDI. Eh bien, je pense qu'on peut s'y mettre. Hop. Yes, super. Alors, tout va se passer sur ce Miro. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Miro, c'est un outil collaboratif où on peut interagir ensemble en temps réel de manière collaborative, justement. Eh bien, pour vous expliquer un peu déjà le but de l'atelier, l'objectif et vous raconter un peu pourquoi on fait ça. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est en 1 heure essayer de construire le guide de la facilitation et comment on va s'y prendre. C'est qu'on va avoir 2 phases dans lesquelles vous allez, vous, participer et renseigner des informations dans certaines cases. Donc, la première phase, on va essayer ensemble de partager une définition commune de ce qu'est la facilitation. Et en phase 2, dans un deuxième temps, donc c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans le détail et on va essayer de se partager entre nous bien, des bonnes pratiques, des techniques, des tips, des outils, pourquoi pas, surtout que depuis qu'on est passé à distance, je pense que le côté outils va être aussi très riche et intéressant à renseigner. Et c'est ça. Alors, je pense qu'on peut déjà inviter les gens à aller dessus, je pense. Vous allez recevoir bientôt dans le chat un lien pour vous connecter à ce board de Miro. Ouais. Pour info, les liens que nous venons de vous partager ne sont pas les liens du board, c'est bien les liens des différentes chaînes pour ceux qui auraient du mal à se rendre sur les différentes chaînes. C'est ça, exact. Et donc, le lien suivant, celui-ci, est celui du Miro sur lequel nous allons animer cet atelier. Voilà, c'est ça. Donc normalement, tout le monde a reçu le lien Miro et je vais attendre quelques secondes que tout le monde commence à se connecter tranquillement. Voilà, ça commence à se connecter, c'est super. En tout cas, en attendant que les gens se connectent, nous, ce qu'on attend de vous, évidemment, c'est de participer au maximum, vraiment de pas hésiter à mettre ce qui vous passe par la tête. Et on va parcourir de toute façon ensemble un peu plus dans le détail. À chaque fois, on va rentrer dans les détails de chaque phase et vous inviter à renseigner les cases bien comme il faut. Pour ceux qui connaissent pas bien l'outil Miro, en fait, il y a deux manières qu'on vous propose de mettre des post-it. Alors, hop, si vous continuez à regarder mon écran donc sur le live, ça se trouve juste à gauche de chaque phase. Vous allez avoir des post-it orange, vert et violet. Et donc, vous pouvez récupérer ces post-it-là, les copier, les déplacer et commencer à écrire dedans. Sinon, l'autre moyen, c'est d'utiliser la petite barre d'outils qui se trouve tout à gauche. Et vous avez, je crois que c'est le 4e, le picto, qui s'appelle Sticky Note. Et là-dedans, vous pouvez choisir le post-it que vous voulez mettre. Voilà. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat.
On est vraiment là pour faciliter l'atelier, que ça se passe bien. Alors, on a de plus en plus de gens qui se connectent et c'est super. Ok, ouais, n'hésitez pas aussi hein, si vous avez des soucis de connexion. Mais là, j'ai l'impression que ça se passe bien. Du coup, le temps que Super. les autres se connectent, on peut peut-être commencer en fait avec ceux qui sont là. Je sais pas ce que tu en Ouais. dis, Hicham. Eh Ouais. bien, écoute, je te passe la main. Ouais. Alors, rappelez-vous quand même d'une chose sur l'intention de cet atelier, c'est on n'est pas là pour définir la vérité hein, sur ce qu'est la facilitation, on est là pour partager, on est là pour partager un cadre, pour partager des techniques, pour partager une vision de ce qu'est la facilitation. Donc, bien entendu, n'hésitez pas et sentez-vous libre de mettre ce que vous pensez, et on vous demande évidemment d'avoir la bienveillance avec les autres, ainsi que tout le monde soit bienveillant en fait sur les idées de chacun et chacune. C'est très important, c'est comme ça que se déroulera l'atelier dans les meilleures conditions. Je vous invite à venir donc sur la partie, donc la phase 1, qui est le partage d'une définition commune. D'accord C'est cette partie-là qu'on va remplir en premier, et on va vous expliquer un petit peu comment on va la remplir, quelles sont les questions qu'on peut se poser, ce qui peut être dit, etc. D'accord On vous invite à copier-coller les post-it qui sont sur le côté, ou même à, comme disait Hicham, à créer des post-it, mais faites attention et ne vous embêtez pas à créer des post-it trop gros. L'idée, c'est de pouvoir en mettre un maximum, d'où la taille de post-it qu'on vous propose sur la gauche. D'accord De toute façon, on peut zoomer dessus. Cette phase 1, c'est une phase qui va durer une vingtaine de minutes à peu près, pendant laquelle vous pouvez jeter vos idées à fond et essayer de répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que la facilitation ? Donc ça, c'est vraiment question, on va dire, de base sur ce partage de définition. Mais on s'est posé également 2 questions qu'on trouverait intéressantes dans ce cadre-là. C'est à quoi voit-on qu'une facilitation est un succès ? D'accord. Donc ça, c'est vraiment les critères de réussite d'une facilitation. C'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant à voir parce que c'est quelque chose de flou, qui est pas tangible et pas forcément facilement mesurable. Donc peut-être que vous avez des idées sur la façon dont on peut mesurer le succès d'une facilitation. Et enfin, la 3e question à laquelle on essaie de répondre, c'est dans quelle situation, pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir un facilitateur ? Où est-ce qu'on a besoin d'une facilitation ? Parce qu'une fois qu'on dit ce qu'est facilité, enfin, ce que c'est que de faciliter, c'est une chose, mais comment on l'utilise et dans quel cas on l'utilise, c'est la 3e question. Donc, on vous laisse répondre à ça, et pendant ces 20 minutes, l'idée, c'est que nous, on va regarder un peu ce qui s'écrit, commenter dessus, peut-être vous faire interagir. N'hésitez pas à interagir avec le chat également, même si vous avez mis des post-it. OK ? Yes, c'est super. Et là, j'ai affiché un peu toutes les souris qui se baladent sur le board et c'est super impressionnant. Et j'avoue que j'avais pas forcément, j'ai rarement animé d'ateliers sur Miro avec autant de personnes et c'est beau à voir en tout cas la collaboration et la participation de tout le monde. 41 personnes actuellement qui sont en train de participer à cet atelier. Merci C'est à vous. génial. Donc on se laisse, on a dit qu'on essayait de faire 15-20 minutes pour la phase 1. Bah, let's go alors. Super. En attendant, je me suis permis d'afficher le lien qui apparaît directement à votre écran. C'est l'occasion soit de pouvoir copier, de pouvoir le mettre dans un lien, soit directement dans le chat. On vous a partagé le lien qui est un lien raccourci Bitly. Vous pouvez directement aller dessus. Super. On commence à avoir pas mal de post-it, hein. Je commence à les afficher, hein, si vous... De toute façon, vous êtes aussi sur le board pour la plupart des gens. Du coup, alors, est-ce que tu peux zoomer sur la première, qu'est-ce que la facilitation ? J'aimerais bien voir ce qui se dit un petit peu. Donc du coup, on voit beaucoup de choses. Je vais prendre un peu de droite à gauche, mais je vais surtout les prendre un peu comme elles viennent, comme ça m'inspire. N'hésitez pas non plus, vous, à dire « Ah, j'aime bien ça », etc. Par exemple, la première, tout à gauche, offrir un cadre structuré pour permettre à un collectif de produire un travail collectif, réaliste, pertinent et engageant. Très belle définition, hein, avec beaucoup de mots qui me parlent personnellement. Effectivement, la notion de cadre, qui n'est pas forcément une notion très facile à comprendre quand on n'a pas l'habitude, mais qui pour moi est effectivement essentielle à la facilitation. Je me permets de donner mon avis là-dessus. Évidemment, vous avez le droit d'avoir un avis différent et je ne possède pas la vérité. Je me permets de le repréciser. C'est juste, voilà, histoire de rajouter un peu de vie, qu'on voit tout ce qui se passe ici. Faire simple du compliqué, ça aussi, j'aime bien. C'est finalement une définition assez
assez textuel, faire quelque chose de plus facile. Donc ça, moi, revenir aux bases, c'est toujours très intéressant. Juste en dessous, une posture professionnelle. Vous voyez qu'en 3 post-it, je trouve qu'il y a déjà une richesse, une richesse très intéressante sur ce que vous avez mis. C'est chouette. Merci à vous. Une posture professionnelle, donc effectivement, que peut-être cette notion-là du fait que une facilitation n'est pas simplement quelque chose qu'on peut faire ou improviser, mais bien une posture professionnelle, c'est-à-dire des techniques, des pratiques, quelque chose qui s'apprend. C'est comme ça, du moins, que je lis ce post-it. N'hésitez pas à commenter si vous avez écrit ce post-it, même en disant non, c'est pas trop ce que je voulais dire, ou voilà, lancez-vous, il n'y a pas de problème. Apporter de la valeur, une vision globale pour avancer par petits pas. Ça, c'est, oui, effectivement, petit pas par petit pas. Cette notion peut être effectivement très intéressante aussi dans la résolution de problèmes complexes, qui est le post-it juste au-dessus. Répondre à des problèmes complexes par une démarche facile. Effectivement, le petit pas par petit pas est une très bonne manière d'avancer sur des problèmes complexes, puisqu'on le découpe, on va le faire progressivement. Avancer plus fun collectivement. Effectivement, la notion de fun qui s'ajoute, qui est peut-être même un excellent outil de facilitation, le fait d'avoir ce côté-là on va dire, pas de fun, c'est-à-dire vraiment de jeux, etc., qui vont peut-être qui auront des impacts cognitifs différents. N'hésite pas, si tu veux en commenter un ou deux, Hicham, également. Ouais, complètement. Moi, j'étais en train de lire effectivement un peu tout ce qui était écrit là, en tout cas sur la première zone toujours. Donc, qu'est-ce que la facilitation? Et je vois beaucoup de choses qui reviennent effectivement autour de la collaboration. Ouais. Ah, on a un petit copier-coller qui est passé. Ouais. Alors, je sais pas. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Ok, parfait. Pareil. Super. Donc ouais, c'est ça, comme je disais, beaucoup de post-it qui reviennent autour de la collaboration, le fait, d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs, et cetera, et c'est vraiment génial parce qu'en fait, moi de mon côté, j'avais aussi les mêmes choses en tête. Je vais en lire quelques-uns, pardon, un peu comme toi. Alors on a par exemple accompagner un collectif dans la recherche de l'atteinte d'un objectif commun, en s'assurant que chacun a l'opportunité de s'exprimer. C'est génial ça aussi, j'aime beaucoup. Aider le groupe à s'assurer que le sujet traité est le bon. On n'y pense pas assez. Exact. Être au service et en soutien d'un collectif pour en faire émerger le meilleur du groupe. Vraiment, c'est génial. Vraiment, il y a beaucoup de post-it, c'est très riche. On va essayer de dézoomer un peu pour avoir une vue d'ensemble. Puis on va peut-être passer après sur la partie d'à côté. C'est juste un petit dernier, moi, qui m'a une notion que j'avais jamais entendue pour parler de facilitation et que je trouve très intéressante, c'est l'architecte d'un temps collectif. Cette notion d'architecte, de bâtisseur, quelqu'un qui va construire, architecturer quelque chose, je trouve ça très chouette. Ça rejoint un peu la notion de cadre. Et je l'avais jamais vu ni dit comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Exact, pareil. Tout Un comme petit toi. post-it. Attention au fun aussi, que j'aime bien, qui effectivement, le fun est une façon de faire, mais on a 2 post-it du coup qui parlent de fun, mais de manière différente. C'est aussi assez intéressant à voir. Yes, alors il nous reste encore 5 minutes pour la phase 1 et c'est génial tout. Donc, allons jusqu'au effectivement. Yes. Donc on va essayer de regarder un peu la deuxième question. Donc à quoi voit-on qu'une facilitation est un succès? Yes. Alors je me permets pareil de commenter quelques post-it. Donc du coup, on voit des sourires. Le premier que j'ai vu, pourtant le post-it est petit, mais il m'a tout de suite interpellé. Effectivement, souvent quand quelque chose se passe bien, il y a quand même une satisfaction dans le regard ou dans l'attitude des participants. Ça fait partie des choses qui rendent le métier, je trouve, très sympa, très intéressant. Une solution a été trouvée, effectivement, pour tout ce qui est résolution de problèmes. C'est une excellente façon de voir les choses. La mise en mouvement d'un collectif, lorsque le problème est résolu, à nouveau. La satisfaction donc, d'un client, interne-externe, donc la personne qu'on facilite, effectivement, à travers la pratique des autres. C'est comment les autres évoluent, effectivement, quand on facilite l'atteinte d'un objectif organisationnel, par exemple. Voir une équipe grandir, évoluer, c'est un très bon moyen de vérifier que notre facilitation a fonctionné. Lorsque le collectif prend plaisir, on retrouve à nouveau cette notion de plaisir que je trouve assez intéressante, effectivement.
avec des indicateurs, je vois. Effectivement, il est possible parfois sur certains objectifs de mettre des indicateurs. Maintenant, bon, si vous avez peut-être des idées de quels indicateurs, hein, moi je suis preneur. On verra ça dans les outils éventuellement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez cool. On reparle de célébration. Donc encore le côté satisfaction humaine. Des personnes alignées sur le contenu produit, par exemple, effectivement, ça peut être un type de facilitation qu'on peut faire. Voilà. Globalement, on parle pas mal ici pour moi, je vois deux grands thèmes qui se dégagent. Le thème de la célébration, donc que moi j'appellerais un peu humaine, hein, c'est la satisfaction, les sourires, toutes ces choses-là. Et l'autre thème aussi, c'est quand l'objectif était clair, on peut vérifier l'atteinte de cet objectif, soit la résolution d'un problème, on va dire un produit qui est clair, etc., etc. Et des personnes alignées. C'est vrai que ça, il apparaît, je l'ai vu qu'une fois parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, le côté alignement, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les participants ont compris la même chose ou presque la même chose à minima, un minimum de biais, un maximum de compréhension partagée. C'est assez cool. La notion d'efficacité qui apparaît, qui est aussi très intéressante. C'est vrai que parfois, c'est un objectif, c'est un résultat qu'on aurait pu avoir, mais qu'on a obtenu plus vite. J'ai en tête un exemple flagrant là-dessus, où j'étais intervenu, d'ailleurs avec plusieurs personnes de ce collectif et même des speakers, dont je ne citerai pas le nom pour l'instant forcément, mais avec qui on était intervenu, où effectivement on avait réduit énormément la durée de quelque chose. On était passé de quelques mois à quelques jours, en facilitant. Yes, je peux prendre peut-être le relais. Je vois quelque chose qui me fait plaisir aussi à voir, enfin plein de choses en fait, tous les post-it, mais surtout un là où il y a écrit mise en mouvement du collectif, et ça j'aime beaucoup, ce côté mise en mouvement où effectivement, alors je sais pas si c'était l'idée qui était partagée derrière, mais le fait de passer de l'intention à l'action, ça j'aime beaucoup. Il y en avait un autre aussi qui m'avait interpellé. Alors, ouais, c'est celui-là. Donc l'objectif de l'atelier est atteint, sous-entendu qu'on avait défini l'objectif. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça renvoie au fait que, à la préparation, en fait. Au fait que quand on prépare, on définit déjà un objectif en amont. C'est génial, j'aime beaucoup. Il nous reste 4 minutes sur cette partie. Du coup, je te Yes. propose qu'on switch sur la dernière. On va essayer d'être rigoureux sur les timings, hein. On parle de cadre de facilitation. Tu peux le afficher. Pourquoi il n'est plus affiché? Non, Alors, tu peux effectivement, afficher, c'est juste voilà, cette dernière partie. la dernière, ouais. Voilà. Donc, on a 3 minutes. On va essayer d'avancer très rapidement sur cette partie-là et avancer. C'est le cadre qu'on vous propose. On essaie de faciliter le truc. Mais voilà, où est-ce qu'il est intéressant de faciliter? Donc là, partout. Pour certains, c'est rendre accessible une notion de démocratie, c'est partout. Pour des projets internes, externes, au sein de dynamiques citoyennes transformatrices, très intéressant comme notion, effectivement. Dans un groupe non habitué à collaborer, effectivement, c'est peut-être amener une impulsion différente dans des équipes ou des groupes. Pour des groupes de plus de 5 personnes, il y en a qui sont très précis dans leur façon de voir la facilitation. C'est chouette aussi d'avoir ces convictions-là. Eye-opening, donc voilà, pour des problématiques complexes, je vois, effectivement. Pour une problématique facile, c'est vrai que c'est peut-être moins la peine de faciliter. Donc ça, je trouve ça très intéressant d'amener cette notion de complexité. Je vois d'autres, alors Hicham, hein, si tu en veux un ou deux, puisqu'il nous reste peu de temps. Ouais. On a quand la communication est rompue, c'est peut-être le bon moment aussi, dans des groupes de travail, effectivement. Dans des codires. On sent du vécu ici. Et oui. Il y en a quelqu'un qui dit aussi tout le temps. Donc on pourrait le faire tout le temps. En formation, quand la communication est rompue, donc on l'a déjà dit, lorsqu'on a besoin d'innover et de s'appuyer sur de nouvelles façons de collaborer. Alors. Très bien. C'est cool. Alors, si on fait un dézoom général, on a une première phase qui est quand même super bien remplie. Alors, pour information, on extraira tout ce qui se dit là en PDF et on le mettra à disposition sur un site. On vous tiendra au courant là-dessus de toute façon, parce que c'est votre résultat. Hein. Nous, on se contente de lire et de donner notre avis, bien entendu, pour mettre un peu de vie, mais ça reste votre avis et je trouve que la richesse de cette définition de la facilitation, c'est qu'il y a beaucoup de choses auxquelles, personnellement en tout cas, je n'aurais pas pensé, mais qui me parlent énormément. On a vraiment une certaine richesse dans les points de vue de chacun, et c'est pour ça que je trouve que cette définition, de mon point de vue en tout cas, elle me paraît très complète, elle est vraiment chouette.
Donc, bravo à tous pour ça, hein. Yes. On va maintenant pouvoir bientôt passer à l'étape suivante. N'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Donc voilà, on va se laisser quelques minutes, le temps de voir les souris redescendre sur la phase 2, donc que vous ayez le message. C'est ça. Et ensuite, je laisserai la main à Hicham pour vous expliquer un peu le cadre qu'on vous propose sur cette deuxième phase. Yes, c'est super. Allez, on switch, on passe donc quelques centimètres en dessous. Phase 2, technique, pratique et outils. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, on vous a mis une espèce de timeline que vous pouvez voir. Donc, juste en dessous du titre, on a le avant, début, pendant, fin et après. C'est comme ça que, dans les grandes lignes, on découpe une intervention, nous, de notre côté. Il y a toujours une phase de préparation qui est le avant et il y a l'intervention lui-même qui est découpée aussi en 3 parties. Donc il y a le début de l'intervention, il y a le pendant, quand vous êtes au cœur de l'intervention et puis à la fin, la conclusion. Mais après ça, c'est pas terminé. Il y a aussi pour nous le après, qui est aussi tout aussi important que le reste. Et par rapport à cette timeline-là, on a posé 3 thématiques. Donc la première qui est le cadre et les pratiques. Donc là, la question qu'on vous pose, c'est quelle pratique ou cadre utilisez-vous lors des différentes étapes de votre facilitation? Voilà, donc là, c'est l'idée que proposez-nous des pratiques, des manières dont vous allez cadrer un peu tout ça. Deuxième thématique, donc, va tourner autour de l'outillage. Donc là, quel outil utilisez-vous pour aider à faciliter ces étapes-là? Est-ce que vous avez des outils particuliers, là, surtout qu'on est à distance encore en ce moment, peut-être en hybride pour certains, ou peut-être même pour d'autres, même déjà en présentiel. C'est ça, donc quels outils vous utilisez pour pouvoir animer chacune de ces phases-là, ou plus globalement? Et dernière thématique, donc c'est la posture. Donc là, on va parler du rôle de facilitateur et donc quelle posture et attitude adoptez-vous par rapport à toutes ces étapes-là et globalement dans votre intervention? Et et qu'est-ce qu'elle vous permet de faciliter cette posture-là? OK, et ben, on va se donner le même temps, en fait, à peu près entre 15 et 20 minutes. Eh bien, je vous laisse remplir ces 3 thématiques dans l'ordre que vous voulez et on va faire pareil avec, Marc. On va essayer de lire et de commenter un peu tout ça. Yes. Alors, pour info, on va même prendre un peu plus de temps sur cette partie-là. On va se prendre 10 minutes par étape, donc n'hésitez pas, réfléchissez bien, répondez bien aux questions, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. On va devoir se déconnecter une petite seconde de notre côté. On revient tout de suite. Ça marche. Nous revoilà. Alors, on a déjà des choses qui se détaillent. Est-ce qu'on peut prendre vraiment le temps de les lire, de les commenter? Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des messages dans les commentaires, comme ça vous donnerez un peu de boulot à Johan qui devra les répéter. Non. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc, Hicham, je t'invite, si tu veux, à commencer cette fois-ci. Ouais, avec plaisir. Écoute, avec plaisir. Donc, alors, on a pas mal de post-it effectivement sur la partie cadre et pratique que vous souhaitez partager avec les autres. Donc, on a par exemple une mise en sécurité et ça, j'aime beaucoup. On a notamment aussi un cadre physique, premier degré, non jugement, juste distance et écoute. On a un rappel systématique du cadre justement et des règles du jeu de la session type toutes les paroles se valent. Et ça, j'aime beaucoup effectivement de poser en fait ces espèces de règles d'entrée de jeu pour que tout le monde soit aligné déjà effectivement sur le déroulement, le cadre, etc. Alors, qui vient d'être supprimé, c'est dommage, je l'aimais bien. Ah, c'était lequel? Il y avait le cadre Scrum Ah. que je trouvais très intéressant parce qu'en fait, c'était un cadre qui sortait en fait de la partie animation de réunion. On parlait plus d'un cadre organisationnel, donc qui était une facilitation à une autre échelle.
Je trouve que l'idée est vraiment chouette. Ah bah il est revenu. Je trouve que l'idée est vraiment chouette parce qu'effectivement, il y a plusieurs types de cadres. Il y a des cadres qui vont permettre d'animer des séminaires, qui vont permettre d'animer on va dire des ateliers de co-construction, d'idéation, de résolution de problèmes. Il y a énormément de cadres différents, mais aussi des cadres organisationnels. Et Scrum, effectivement, est un cadre est un cadre organisationnel. C'est un exemple de ce qui peut être fait. Donc, j'ai trouvé très chouette que quelqu'un l'ait mis. Exact. J'aime beaucoup. Merci. Je vais continuer à lire quelques-uns et peut-être aussi, on pourrait nous aussi proposer éventuellement des bonnes pratiques ou d'autres manières de faire, si ça te va aussi, Marc. Ouais. Donc, on a effectivement le timing de l'atelier. Et j'ai vu aussi un peu plus bas le time box. Effectivement, c'est un paramètre super important comme nous, on est en train de le faire actuellement. Hein. En fait, quelque part, on est aussi en train actuellement de faciliter cet atelier-là et quelque part, on a posé le cadre avec vous. Et tous ces petits post-it que vous êtes en train d'écrire, on le fait actuellement en live avec vous aussi. Et ça, c'est cool. Alors, effectivement, annonce de l'agenda. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette réunion ou cette intervention? Et ça, c'est super. Mais voilà, c'est super. Franchement, il y a plein de post-it, plein d'idées. Est-ce que toi, tu as envie de partager des choses, Marc? Ouais. Au bout, je vois les accords Toltec, effectivement, qui sont un exemple de cadre qu'on peut essayer de suivre. Alors, c'est peut-être quelque chose de plus personnel, en fait, les accords Toltec. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est un cadre qu'on peut proposer aux gens, en tout cas. C'est toujours très intéressant. Je ne connais pas le modèle Z, personnellement. Jamais entendu parler, mais ça peut être intéressant. Si quelqu'un veut mettre une petite explication dessus, quelque part, on est preneur, je pense. On a donc cadre adapté au mieux aux besoins, donc du questionnement, de l'écoute, du commanditaire en amont. C'est vrai que ça, il y a cette notion-là de questionnement aussi qui peut être très riche en facilitation ou de reformulation même pour vérifier qu'on a bien les mêmes idées. Voilà, donc maintenant, oui, c'est vrai que si on devait en rajouter même nous-mêmes, j'essaie de réfléchir à quelque chose qui n'est pas encore écrit et voir si j'ai des petites choses à ajouter dessus. Ouais, Mais je trouve ouais. qu'il y a déjà une certaine richesse. Je te laisse prendre la parole, du coup. Ouais, super. Moi, ce que j'aime bien faire et que je fais très souvent, et des fois même inconsciemment à force de le faire, c'est que j'aime bien suivre le modèle diamant. Je sais pas si certains connaissent, ou même double diamant. En fait, c'est un modèle qui vous dit en gros, d'amener les personnes pendant l'intervention, la réunion ou autre, à essayer d'ouvrir le plus possible au début le champ des possibles, de faire vraiment jouer l'imagination des personnes, ne vraiment pas fermer ne pas fermer les idées des gens autour d'un sujet ou une problématique évidemment. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans la réunion ou l'intervention, on va essayer de fermer un peu plus. Évidemment, quand on ouvre beaucoup les idées, à un moment donné, il va falloir fermer un peu plus les idées, les choisir, les filtrer avec le groupe pour essayer d'aller vers un consensus, consentement, et puis trouver effectivement à la fin de cette intervention une solution, un problème par exemple, ou prendre une décision, etc. Donc voilà, c'est le modèle diamant, vous pourrez le taper sur Internet, c'est très documenté. Vous avez peut-être même entendu parler du double diamant qu'on peut trouver en design thinking ou des choses comme ça qui sont intéressantes. Exact. Et clairement, pour moi, et c'est pour moi, après, mais en tout cas pour moi, la plus grande partie du boulot et du travail se fait dans le avant, c'est-à-dire même avant l'intervention, parce que c'est là où on va commencer à designer l'intervention, à préparer, poser le cadre, en tout cas dans la tête et sur le papier, faire l'invitation, et cetera, et cetera. C'est vraiment pour moi quasiment le 80 du travail se fait avant. Et évidemment, pendant l'intervention, on joue beaucoup avec ce qu'on appelle l'intelligence de situation. C'est-à-dire, on peut prévoir au maximum ce qui peut arriver, mais on ne sait pas toujours ce qui peut arriver justement. Et du coup, on fait preuve d'intelligence de situation pour s'adapter au maximum de ce qui pourrait se passer en live. Alors du coup, puisque j'ai encore un petit peu de temps et que je vois d'autres post-it même, je me permets aussi de partager également un cadre, mais je vais faire exprès de ne pas prendre un cadre comme le tien, qui a plus un cadre d'idéation, de réunion ou d'animation, essayer de trouver des exemples de cadres organisationnels. Moi, il y a une chose que j'aime bien mettre dans mon cadre organisationnel,
c'est le côté management visuel. C'est quelque chose qui peut servir dans tous les cas, hein. Là, je vais plutôt m'orienter organisation, mais finalement, ça sert même énormément. Par exemple, on parlait de partager le planning, de partager un objectif, vérifier que tout le monde l'a compris, tout ça. Pour tout ça, le visuel est un outil très puissant et quelque chose de très puissant. Et le management visuel, pour moi, en fait, c'est souvent, alors plus un outil finalement, mais c'est quelque chose que je vais souvent installer dans mon cadre pour permettre aux gens de visualiser leur travail et en fait de permettre donc l'atteinte d'objectifs complexes organisationnels. Exemple, organiser une équipe pour que, j'en sais rien, ils réduisent le nombre de bugs ou ce genre de choses. C'est des choses qu'on peut faire et pour lesquelles le visuel est très puissant parce que il y a ce côté, alors qui est vrai en toute facilitation pour moi, plus on arrive à visualiser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire se créer une vraie transparence, avoir le bon niveau d'information, et plus on peut trouver des gens qui vont être motivés, moteurs, et qui vont finalement travailler sur ces choses-là, trouver les bons leviers, etc. Donc voilà, en termes de cadre, moi, le fait de voir les choses, un peu comme on est en train de faire là finalement, là, on est en train de structurer les idées, c'est ce qu'on essaie de faire, et comme ça nous permet ensuite peut-être de construire quelque chose au bout de tout ça. Là, on est vraiment sur la première partie, hein, sur cet atelier du modèle en diamant. On est vraiment sur la première partie aujourd'hui. On n'ira pas forcément sur la deuxième. On ne va pas clôturer. On est sur du partage pur. C'est Mais ça, voilà. exact. Exact. Effectivement, on peut poser un cadre pour une intervention qui serait très ponctuelle, mais aussi on peut poser un cadre, comme tu le dis, pour pas forcément une intervention, mais sur quelque chose qui va durer dans le temps, et notamment effectivement une équipe qui va travailler ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, une organisation. Et là, on va avoir des managers qui vont poser un cadre de travail pour leurs équipes, etc., etc. Effectivement, on retrouve le cadre à ce moment-là. Et on a aussi, quand on rentre dans le détail, toute cette notion du fait qu'un cadre n'est jamais figé, mais évolue dans le temps, etc., etc. Donc, je te rejoins là-dessus. Je me Une permets, équ- Oui, pardon. il y a une question dans le chat. Ah, super, ouais. Est-ce que ça vous arrive de changer de cadre avec un même groupe? Alors, personnellement, je donne une réponse. Après, Hicham et Marc, si vous souhaitez justement affiner, vous n'hésitez pas. En fait, effectivement, un cadre, ça porte bien son nom. Ça permet de pouvoir justement amener une discussion, peut permettre de créer des interactions qui soient profitables à tout le monde dans le but d'atteindre des ambitions qui sont connues et reconnues de tous. Le cadre permet de soutenir ça. Si on voit que le cadre n'est pas adapté, tout à l'heure Hicham parlait d'intelligence de situation, on va dire que le cadre est un soutien, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc oui, ça peut nous arriver au sein d'un groupe qu'on accompagne. Alors ça peut dépendre de tout type, est-ce que c'est de la facilitation d'un atelier, d'une réunion, ça peut être la facilitation organisationnelle. Le cadre, on va le faire évoluer, on va le faire vivre avec le temps, et ce cadre doit s'adapter au groupe qui doit répondre à cet objectif plutôt que le contraire. Donc c'est toujours attention au cadre, effectivement, on parlait tout à l'heure de cadre Scrum, encore une fois, Scrum aussi, comme un cadre, doit aussi s'adapter, et c'est pas le contraire. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si Hicham et Marc, vous avez d'autres éléments. Ouais, en fait, moi, j'ai un élément juste à ajouter que je trouve intéressant aussi, c'est que de temps en temps, il nous arrive de changer de cadre, même quand le premier a fonctionné, juste pour créer une nouvelle dynamique. Pour, on va dire, secouer un petit peu les choses, parce que une zone de confort peut aussi nous permettre, selon les cas, hein, d'être plus productif parce qu'on y est à l'aise et on se sent en sécurité. Mais pour certains groupes, en fait, il faut sortir un peu de cette zone de confort pour pouvoir aussi être plus productif, pour pouvoir être plus imaginatif. Et donc, du coup, en fait, je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait du cadre Scrum, une rétrospective ou de ce genre de choses. Moi, je trouve intéressant de changer quasi systématiquement le cadre parce que comme ça maintient un peu de nouveauté. Pour moi, un des trucs cool dans la facilitation, c'est qu'en général, on n'amène pas des nouveautés, mais on amène des cadres qui vont apporter un petit peu de fraîcheur à ce qui est fait et aux réflexions. C'est sûr que maintenant, si ces cadres, c'est toujours le même, au bout d'un moment, il y a la lassitude qui peut se créer, qu'on peut avoir dans n'importe quelle situation, et au final, on en arrive à être moins efficace. Exact. Moi, petite anecdote, là où j'ai, entre guillemets, là où j'ai été le plus pointilleux sur le cadre dans mon expérience, c'est quand j'ai essayé de faciliter ou modérer, alors je sais pas quel est le bon terme, une résolution de conflit. Pour moi, c'était le moment où je devais vraiment faire très attention au cadre. Parce que quand on est dans une résolution de conflit, et on suppose que du coup, on fait face à des gens qui sont en conflit, et donc potentiellement, ça pourrait, s'il n'y a pas de cadre, ça pourrait mal se terminer. C'est pas ce qu'on souhaite. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment le moment où je me suis vraiment le plus pris la tête sur le fait de poser un vrai cadre qui serait sécurisant pour les personnes et dans lequel, en fait, on va aller
en tout cas du mieux qu'on peut vers cette résolution de conflit justement. Je te propose, Hicham, qu'on passe sur les outils. Et yes, super. Et ouais, parce que si je dézoome, je vois qu'effectivement, ça se remplit bien partout. C'est top. Alors, donc les outils, la question c'était quels outils utilisez-vous pour aider à faciliter ces étapes en présentiel et à distance? Alors, donc, effectivement, on a du Miro, c'est l'outil qu'on est en train d'utiliser actuellement, c'est super. Et puis on en a un qui ressemble beaucoup, c'est Mural. Donc effectivement, ce sont de bons outils pour, à utiliser à distance. Donc on a du Klaxoon, tous ces outils-là sont super. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a effectivement le sourire qui peut être considéré comme un outil. Merci beaucoup. Redoutable outil et qui fonctionne en présentiel ou à distance. Merci beaucoup. C'est super. Alors, on a effectivement plein d'outils qui peut être utilisés à distance, en mode post-it collaboratif, etc. Alors, hop, on a du Teams ou du Google Meet. Effectivement, pour le côté discussion vocale, caméra, etc. C'est clairement un outil indispensable pour travailler à distance. Alors, et là, on va rentrer aussi sur un post-it intéressant. On parle d'holacratie et sociocratie. Effectivement, c'est un clin d'œil sur des cadres, même approches, plus globalement, qui sont très larges et qui impliquent à l'intérieur pas mal de pratiques et d'outils, effectivement. Ouais, vas-y, tu voulais... Yes, j'en ai vu 2 ou 3 qui parlaient de facilitation graphique ou de sketchnoting, que je trouve assez intéressant également parce que c'est des choses qu'on pratique, on va dire, chez les facilitateurs et qu'on apprécie. Et effectivement, le côté visuel, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et très riche. Donc, je trouve ça assez cool d'avoir ça. Comme vous pouvez le voir, là, on a mis un petit cadre, on a mis des petits outils, c'est tout bête. Mais même juste à ce niveau-là, parce que c'est pas un niveau de sketchnoting de fou, je trouve que ça apporte des choses, que c'est assez sympa. Donc j'aime bien ce côté-là. Il y a aussi les liberating structures. Effectivement, si quelqu'un cherche quelque chose de l'outillage très concret d'animation, il est tout à droite, si tu veux, Hicham. Donc là, on parlait du 1, 2, 4 All, qui est effectivement un des liberating structures. C'est vrai que c'est une super boîte à outils, finalement, ça. On trouve beaucoup de solutions et beaucoup de cadres, d'outils, de pratiques préconstruites, en fait, qu'on peut utiliser pour atteindre des objectifs. Et c'est vrai que c'est assez chouette. On voit du mind mapping, on voit du jeu de rôle. Je trouve ça hyper intéressant, la notion de jeu de rôle, effectivement. Étant moi-même un joueur de jeu de rôle, effectivement, je vois beaucoup de points communs finalement entre la facilitation et le rôle de ce qu'on appelle le maître des jeux, celui qui va gérer le jeu. Donc je trouve ça assez rigolo. Je ne sais pas si Hicham, tu veux continuer. Ouais, écoute, je sais que Liberating Structure, il existe, alors je sais plus si ça existe toujours, je l'avais à l'époque, une application sur Android, peut-être que ça existe aussi sur Apple, iOS. Une application où en fait c'est une sorte de bibliothèque avec justement tous ces cadres-là qui sont référencés. Donc voilà, je sais pas si ça existe toujours, mais voilà, c'est si vous voulez regarder ça. Mais sinon, ouais, c'est clair, il y a pas mal d'outils de pratique là, c'est super cool. La CNV, j'aime beaucoup aussi la communication non violente, qui peut être pas mal utile dans certains contextes. Donc c'est pas mal. Évidemment, la suite Confluence Jira, clairement, c'est l'un des outils les plus utilisés aussi surtout dans le monde de l'agilité, notamment et dans les équipes de dev, de réalisation. Yes. Il y a aussi, en fait, il y a plusieurs post-it là-dessus et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. La facilitation ne nécessite pas forcément des outils de fou. Hein. Il y a parfois de l'outillage simple qui peut très très bien faire le travail. Et là, je vois par exemple des feuilles A5, du scotch ou un aimant et des feutres. Effectivement, parfois en fait même peut-être un feutre et un board, ça peut suffire à faire déjà beaucoup de choses. Donc on a une tendance à oublier les choses avec lesquelles on a démarré, mais c'est vrai que ça fait partie des outils. Voilà, après, on voit des choses effectivement qui sont peut-être un petit peu plus, alors que j'appellerais un peu plus avancées, on va dire, comme la PNL, la CNV, qui sont effectivement des bons plus à avoir sur ce genre de trucs. Des connaissances en neurosciences qui peuvent être très intéressantes aussi pour gérer tout ce qui est prise de parole, biais cognitifs, etc. Donc ça, c'est des connaissances qui sont très très riches et très intéressantes également.
Et puis, Hicham, je ne sais pas si tu veux en prendre encore un ou deux, donner un exemple d'outil que tu utilises toi-même, ou si on passe sur la notion de posture. Ouais. Bah écoute, moi à côté outils, en ce moment ici au Québec, on est encore un petit peu à distance, pas mal là. On est en train de revenir un peu en hybride petit à petit. Mais du coup, je suis pas mal aussi, moi quelque part, le fait que je sois un consultant externe quand je suis en intervention chez mes clients, je suis pas mal soumis aussi à l'outillage de mon client. Et je sais que dans mon client actuel, on utilise pas mal Teams notamment. Donc j'ai vu des post-it là sur Teams, on utilise pas mal ça. Et puis on utilise la suite Azure DevOps qui est un genre de Jira. Voilà. Et pour le côté collaboratif, on est en train d'essayer de négocier pour utiliser Miro aussi. Mais c'est ça. Donc c'est pas mal. En fonction du client, en fait, on est aussi pas mal soumis à l'outillage du client, donc on s'adapte. Mais sinon, quand on est en présentiel, clairement, mon outil favori, c'est ça, c'est ce qui avait été écrit, hein, c'est le sourire, les blagues, discuter avec les gens, faire du one-one, prendre le temps de bien écouter les gens et surtout, mon ami préféré, c'est le post-it, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet outil-là qui est le post-it, qui est extrêmement puissant pour gérer des biais cognitifs, notamment. C'est surtout pour ça, en fait, hein, d'ailleurs. Mais il en gère beaucoup. Je ne vais pas les lister maintenant, forcément. On verra si on a du temps à la fin pour refaire un petit point sur le post-it, parce que beaucoup de gens l'utilisent finalement. Souvent, quand on en parle, on ne sait pas forcément pourquoi. Donc, ce sera peut-être intéressant d'en faire un petit point si ça intéresse. Il y en a un que j'aime bien ici, c'est prévoir un plan B. C'est vrai que c'est tout bête, hein, mais de temps en temps, vous imaginez même pas le nombre de plans B, C et D qu'on a eu pour cette journée. On a essayé de tout prévoir d'un bout à l'autre et de prévoir toute catastrophe qui pourrait arriver. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la préparation, c'est très important. Et pour partager un outil, moi aussi, que je n'ai pas forcément vu apparaître, alors c'est finalement plusieurs outils, c'est l'utilisation de Canva. L'utilisation de Canva, en fait, pas l'outil Canva pour ceux qui le connaissent, qui permet de faire des slides et tout, hein, mais les Canva, bien comme ce qu'on vous propose là, par exemple, c'est un outil que je trouve, alors qu'il soit graphique, qu'il ne le soit pas, etc., extrêmement intéressant parce qu'il permet de structurer, il permet de timeboxer, on va dire en découpant, et surtout, il permet de structurer une pensée collective. Vous savez que tout outil se trouve au même endroit. D'accord? Tous les outils que vous avez partagés, là vous êtes 40 personnes qui ont partagé des outils, ils sont tous au même endroit. On sait où aller chercher, on sait quoi comprendre. Et je trouve qu'en fait, rien que cette structure commune, pour finalement l'homme qui est un animal assez visuel, notamment pour la mémorisation, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de choses comme le palais mental ou des choses comme ça, la visualisation que nous offre un Canva nous permet vraiment de construire un peu tous le même palais mental, plus ou moins, et donc d'avoir une structure de pensée collective au lieu d'avoir une structure de pensée individuelle. Donc c'est pour ça que rien qu'un Canva, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement puissant. Yes, c'est clair. Je donnerai un dernier outil, si ça te va. Alors, l'outil auquel je pense, c'est plus dans un contexte où on essaye de poser un cadre dans une organisation. Et le moment où ça a été le plus efficace de mon côté, en tout cas par retour d'expérience, c'est le moment où on a créé des communautés ou des collectifs, mais plus des communautés, pardon, de facilitateurs au sein des organisations. Parce que ces gens-là, en fait, vont construire ensemble le cadre idéal pour leur organisation et vont devenir des ambassadeurs de ce cadre-là. Après, ensuite, au sein des équipes ou des directions. Et je vous renvoie à l'interview qu'on a fait il y a quelques semaines, voire mois, je crois que c'était en janvier, avec Jean-Philippe Poupard, qui en parle pas mal aussi. Et cette vidéo peut être revue sur LinkedIn. Et il en parle pas mal. Et je crois que nous aussi, là, de notre côté, hein, de ton côté aussi, Marc, je crois que tu pratiques pas mal cette manière de faire. Tout à fait. Je te propose qu'on passe maintenant sur les postures, attitudes. Yes, parfait. Alors la question c'était quelle posture, attitude adoptez-vous?
Pendant ces phases ou de manière générale, pendant, vos interventions ou vos accompagnements en tant que facilitateur ou autre rôle, hein. Alors on va essayer de regarder, quelques post-it comme tout à l'heure. Donc effectivement, on a l'écoute et bienveillance. Yes, on a encore écoute et bienveillance, donc ça apparaît pas mal de fois aussi. Reformulation systématique, pour les approches, notions complexes. Une posture basse. Alors, posture basse, les participants se sentent en sécurité et donc en confiance. Pas mal, j'aime bien ça, effectivement, posture basse, posture haute. Peut-être on pourra le définir un peu tout à l'heure. C'est Alors, ouais, c'est ce que j'allais faire, si tu me permets, juste tant qu'on ah, est sur la vas-y, notion de posture basse, posture haute, de faire la différenciation entre les deux. vas-y. En gros, alors là, je vais donner mon point de vue du coup au passage. Pour moi, le facilitateur peut adopter les deux postures. Dans le sens où le facilitateur a une posture, admettons, on anime par exemple un séminaire ou on est en train de faciliter un séminaire ou une réunion. La posture basse, en fait, c'est sur le fond. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de connaître le fond de ce qui va se dire, on n'a pas besoin de savoir de quoi les gens vont parler, parce que c'est leur expertise, pas la nôtre. Et donc c'est là-dessus où on a ce qu'on appelle une posture basse, c'est-à-dire une posture de questionnement, j'ai vu de neutralité tout à l'heure effectivement, donc quelque chose où on ne va pas ni partager, ni imposer un point de vue, ni rien de ce genre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une posture basse, c'est une posture un peu en retrait, d'accord. Une posture haute, le facilitateur, pour moi, on a aussi une sur le cadre. C'est-à-dire que le cadre, c'est bien celui du facilitateur. C'est le facilitateur qui le définit, c'est le facilitateur qui le fait respecter, et c'est le facilitateur qui décide si oui ou non il l'adapte en fonction de ce qu'il va apprendre, en fonction de ce qu'il voit avec le groupe. Bien entendu, il est sur de l'écoute et de la bienveillance, comme ça a été dit, mais le facilitateur a une posture haute sur le cadre. Il propose, et même limite, dans certains cas, ça m'est déjà arrivé, impose un cadre. Sur des gestions de conflits, des choses comme ça, par exemple, dont parlait Hicham, de temps en temps, il faut être ferme sur le cadre. Ça peut être très important. Donc voilà, pour moi, en termes de posture, la différence entre les deux, c'est donc une posture plus en retrait ou au contraire une posture plus participative. Le facilitateur a une posture haute sur le cadre et une posture basse sur le contenu et le résultat. Voilà. Yes. J'aurais pas dit mieux, donc merci beaucoup pour cette définition. Alors, on va regarder ce qu'il y a encore à côté. Donc, on a neutralité. Le facilitateur est expert sur la méthode, les participants sont experts sur le contenu. Et ben, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Exactement. Alors, le maître du temps, super. C'est aussi une posture, mais c'est aussi un outil, une pratique d'être maître du temps. On a aussi rappelé le cadre si nécessaire. On a animateur, super. On a pédagogie et vérification de la compréhension des interlocuteurs. Yes. Alors, on va regarder un peu plus à droite. Il y en a un que je trouve aussi intéressant, c'est éventuellement déléguer la timebox. Effectivement, on peut parler dans ces cas-là de ce qu'on appelle des rôles délégués, c'est-à-dire Yes. que le facilitateur, pour investir aussi les personnes qui sont en cours de facilitation, et là, que ce soit organisationnel ou que ce soit sur une animation de séminaire ou de réunion, ou peu importe, ça peut être intéressant d'avoir ces rôles-là, ce qui permet d'impliquer les gens et puis en fait même de lâcher un petit peu de lest sur le facilitateur et pourquoi pas même en fait de rendre les personnes, les groupes sur lesquels on fait de la facilitation le plus autonome possible, ce qui peut être très intéressant aussi dans certains cas. Yes, exact. Alors, maître du temps, effectivement, ça apparaît. Chef d'orchestre pour une homogénéité et mise en musique harmonieuse des interventions des membres du groupe. Super. C'est joliment dit. Hein. C'est joliment dit. Alors, laissez les participants trouver leur propre solution. Super, ça rejoint un petit peu aussi cette histoire de posture haute, posture basse. Mmh. Alors, adopter un code d'éthique du facilitateur. Nice. On a encore posture basse, on a une dose d'humour, ça j'aime beaucoup. Dynamique, s'assurer de la participation de tous et mise en relation. Super. Yes, c'est ça. Il y en a un aussi qui est pas plus petit que les autres, mais il y a pas mal de textes. Ne pas oublier que notre objectif n'est pas que le livrable corresponde à ce que l'on souhaite, mais notre objectif est bien de faire en sorte que le collectif arrive au livrable qui leur va et auquel ils sont alignés. Là, il y a deux notions pour moi là-dedans qui sont ultra intéressantes. C'est la notion d'objectif.
le rappel des objectifs, le rappel du cadre, etc. Et ne pas oublier qu'on a un objectif dans la réunion. Et que si le cadre n'est pas bon pour atteindre cet objectif, ça ne va pas. S'il faut redéfinir cet objectif, il faut le faire de manière transparente, etc. etc. Cette notion d'objectif à atteindre est vraiment hyper intéressante. Et surtout, en fait, effectivement, la deuxième, qui est peut-être même ce qui est un petit peu plus dur au début, enfin moi qui viens du dev par exemple, au début ça a été un petit peu plus compliqué de prendre ce recul-là, parce que en fait il ne faut pas imposer sa solution même si elle nous paraît parfaite, ou même pas amener les gens à prendre sa solution, parce qu'avec les cadres qu'on pose, de temps en temps on peut orienter bien entendu, et de temps en temps c'est voulu, mais parfois il faut aussi réussir à ne pas orienter même si on est très tenté de le faire. Donc voilà, j'ai trouvé ce post-it très riche. Il y a pas mal d'informations dedans. Yes, Merci. super. Bah, là, moi, de mon expérience, là où j'ai pris conscience de la difficulté peut-être de switcher de posture ou quoi, c'est effectivement à un moment donné où il y a quelques années où j'étais Scrum Master et donc je faisais partie d'une équipe. Et à des moments bien précis, certaines réunions ou cérémonies, j'ai dû prendre la posture et en même temps quelqu'un qui fait partie de l'équipe et en même temps quelqu'un qui est neutre, comme j'ai vu là sur pas mal de post-it, donc qui prend du recul et qui est neutre parce qu'il doit bien animer le bon déroulement de la cérémonie ou de la réunion, mais en même temps il peut aussi à un certain moment participer comme n'importe quel membre de l'équipe. Et ce fait de switch de posture, c'est là où on prend conscience qu'effectivement pour que ça se passe bien, eh bien c'est important qu'on ait cette personne effectivement qui est vraiment sur le cadre et qui est neutre, etc. Effectivement. Donc du coup, on vous propose de conclure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Issam, Hicham, donc sur cette deuxième partie, ou est-ce que je peux conclure tout simplement? Alors on a 10 minutes pour conclure. L'idée c'est aussi de construire cet échange avec vous, votre ressenti sur l'exercice. Mais Hicham, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Je vais faire en 2 mots ma conclusion personnelle, puis je te laisserai. Mais en gros, moi, je suis super content et satisfait là de l'exercice parce que il y a énormément de post-it et en fait, le fait que ce soit diversifié avec beaucoup de monde, c'est quelque chose qui sera le plus large possible et très facilement aussi diffusable derrière. Donc bravo déjà et vraiment le contenu est tellement pertinent et bien choisi. Donc en lisant, j'étais très content de lire tout ça et j'ai appris plein de choses aussi en lisant et j'ai hâte de à tête posée, relire plus dans le détail tout ce qui a été écrit et merci en tout cas, pour cet exercice et votre participation. Ok. Alors du coup, je vais conclure également. Je pense que tu peux fermer le Miro. Vous pouvez quitter le Miro pour ceux qui veulent, à moins que vous ayez... Alors, avant de le quitter, juste en bas, on va également vous envoyer ce lien-là. Sachez que pour chacune de nos interventions, on va vous demander un ROTI, qui est un outil de facilitation, d'amélioration continue, donc Return on Time Invested, une note de 1 à 5 que vous allez pouvoir donner à cet atelier. 1 étant que vous avez perdu votre temps, tout simplement, et 5 étant l'extrême inverse, c'est-à-dire que vous êtes peut-être même favorablement surpris par les résultats. Bref, 5, c'est que vous êtes très satisfait du temps que vous venez de passer en la compagnie donc des quelques centaines de personnes qu'il y a sur le live. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Il y a une petite porte en bas à droite sur le Miro. Vous pouvez cliquer ici directement, ou bien vous pouvez cliquer sur le lien qui est partagé dans le chat. Voilà, donc ça, je me permettais de le dire avant, comme ça, c'est fait. On le rappellera à la fin. Maintenant, ma conclusion, effectivement, petite conclusion sur cet exercice. Pareil, ce qui pourrait être très intéressant, c'est que ce ne soit pas que notre conclusion, mais la vôtre également. Donc, n'hésitez pas à donner vos impressions dans le chat, à rajouter les choses que vous voulez rajouter, à dire ce que vous avez peut-être appris sur cet exercice. Je pense que ce sera beaucoup plus riche si c'est pas que nous qui donnons notre avis, tout simplement. Voilà, moi, comme Hicham, je suis très satisfait de cet exercice. J'ai vu beaucoup de choses, des formulations auxquelles je n'avais pas pensé. J'ai vu et qui m'ont beaucoup parlé, j'entends. J'ai même vu des choses auxquelles je n'avais pas pensé du tout, au-delà de la formulation et qui m'ont parlé. Des choses qui m'ont peut-être un peu moins parlé aussi, et je trouve que c'est encore mieux, parce que si tout me parlait, ce serait vraiment dommage. Ça voudrait dire que je sais déjà, or, malgré les connaissances qu'on peut accumuler au fur et à mesure des années, il y a toujours énormément de choses à apprendre
dans le domaine de la facilitation, de l'humain, du collectif. Voilà, je suis hyper satisfait de cet exercice. Je pense que moi, c'est un PDF effectivement dont je pourrais me resservir si j'ai besoin, voilà, de piocher des idées, de montrer un petit peu quel est le rôle du facilitateur, tout ce que ça implique. Je trouve qu'avec toutes les notions, tout ce que vous avez mis, en fait, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles à apprendre, on comprend bien le côté professionnel du facilitateur. Je vois qu'Yoann a une question, donc je vais même éventuellement lui laisser la lire et y répondre. Ah non, c'est juste un retour. Non, Voilà. il n'y a pas de question. S'il y avait une question, comme ça j'en profite, comme j'ai la parole. On nous demande est-ce qu'on va recevoir le fichier PDF. Oui, vous allez recevoir un livrable. Comment il sera? Est-ce que ce sera un PDF, une image, etc. On va affiner, mais globalement, oui, on va vous transmettre le livrable que vous avez construit, parce que c'est votre livrable, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années. Vous allez le recevoir. Non, vous inquiétez pas, prochaine semaine au plus tard. Voilà. Pas ça devrait aller assez vite normalement pour un truc Ce qui comme serait ça. top, en fait, c'est que vous puissiez aussi être signataire de ce guide. Donc on va essayer de trouver un moyen, on va voir là comment on va partager tout ça. Mais ouais, vous inquiétez pas, on va pas le garder pour nous. Après, moi, je serais très curieux, si vous êtes encore sur le Miro, je me permets, je hack un petit peu l'intelligence de situation. Juste en bas du Miro, alors je vais repartager l'écran volontairement. Est-ce que vous pourriez mettre, par exemple, votre nom, votre prénom, si vous voulez, votre profil LinkedIn, profil LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez. Bref, qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé, sentez-vous libre de le faire, sentez libre d'accepter, mais de refuser. Mais comme ça, on sait qui était là. En gros, c'est un peu le côté j'étais là, j'étais présent. J'ai construit mon outil, mon guide avec beaucoup d'autres personnes. Donc, on peut le faire juste sous le Miro, si ça vous va. Ah, génial. Super. Cool. Génial. Bon, là, on va pas s'attarder et lire forcément tous les noms, mais c'est vraiment chouette que vous soyez à l'aise, en fait, pour partager tous vos LinkedIn, etc. Effectivement, ça nous permettra de voir, en fait, on était quand même une quarantaine sur ce Miro. 40 personnes, c'est pas rien pour construire quelque chose comme ça. Oui, donc pour le PDF, je rajouterai aussi quand même tout à fait terre à terre. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Je ne sais pas si on a un lien à partager pour ça, par exemple. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On partage énormément d'infos par là. Ce sera peut-être également sur notre site, mais ça, je ne sais pas encore comment ce sera en détail pour le PDF. Mais si vous nous suivez sur LinkedIn, vous pouvez être sûr qu'à un moment, on le partagera ici. Voilà, tout simplement. Yes. Et n'hésitez pas à dire aussi sur les réseaux sociaux si vous avez aimé cet atelier-là avec le hashtag FDI. Voilà. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, moi. Je sais pas pour toi, Marc, mais c'était top. Ouais, c'était vraiment chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire toutes ces réponses, à les commenter, à en faire. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, n'hésitez pas. Il nous reste 4 minutes d'antenne avec vous avant de passer à la suite. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à faire tout ce qui vous vient en tête. On est vraiment là, on essaie de créer cet échange. C'est ce qui fait la richesse. Yes, Yoann, je crois que tu viens de partager le lien. Tout à fait, j'ai partagé le lien. Il s'affiche en bas de votre écran. Un peu comme dans les jeux télévisés. L'indice en bas de votre écran. Et du coup, j'ai aussi une autre question quand même, autre chose qui peut être intéressant, c'est que Yoann est avec nous depuis le début. Il nous a beaucoup aidé, il a aidé au niveau des réponses sur le chat, il a essayé de les voir, etc. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de l'atelier? Alors, moi, j'étais, en toute transparence, j'étais là sans être là. J'écoutais surtout ce qui se passait un petit peu. Moi, j'ai beaucoup apprécié, je le voyais un peu, effectivement, apparaître le Miro, se construire avec beaucoup de points communs, mais de différences. C'est pour ça qu'on voit bien que la facilitation, c'est pas un bouquin, une méthode qu'on peut suivre bêtement. C'est bien quelque chose qui doit vivre, que chaque facilitateur et facilitatrice doit s'approprier pleinement. Donc, c'est chouette de voir qu'il y a plein de façons de le faire, il n'y en a pas qu'une. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre si on est dans une société, si on est dans l'IT, si on est dans une association, dans une collectivité territoriale. Bref, il est intéressant de voir que la facilitation peut adresser plein de choses. Néanmoins, il y a quand même des facteurs communs. On parle beaucoup de relations et d'interactions humaines qui paraissent très très fortes dans tous les échanges que vous avez pu faire dans le Miro. Donc c'est super chouette. L'outil va venir soutenir des choses, mais globalement, j'ai vu des choses super intéressantes se créer. C'est vraiment c'est cool à voir. Effectivement, il y a beaucoup de monde sur Miro. Il y a autant de personnes beaucoup plus qui nous suivent aussi, nous regardent, c'est-à-dire qui ont participé et qui ont souhaité juste voir ce qui se passait. Donc merci à eux aussi d'avoir pris ce temps, parce que c'est pas forcément toujours évident d'être connecté à distance.
Voilà. Mais franchement, le Miro était vraiment chouette. Une belle initiative. Bien joué, Hicham, à distance. Check. Marc, bien joué. Ça fait toujours plaisir. Ah, ça donne une patate, tout ça, ça fait du bien. Donc, ça fait du bien. Faites-vous plaisir, nous on est là, on est vraiment content d'être là, on aime faire ça, sentez-vous libre de partager, participer pleinement. Si vous êtes bien connecté, si vous nous entendez, parce que c'est pas encore l'heure de la sieste, en général c'est après l'heure du déjeuner, faites-moi un petit message dans le commentaire en disant « Ah, j'étais là avec un petit smiley, j'ai construit ce Miro », comme ça on voit qui était connecté, qui nous suit en live, sachant qu'on voit qu'il y a quasiment 170 personnes de connectées. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Dans le chat, juste en bas, comme ça on sait qui était là. Top. Alors, je vous redonne la main, Hicham et Marc. Yeah, c'est super. Bah, écoutez, moi, je crois qu'il y a, moi, de mon côté, plus qu'à vous remercier, en tout cas, d'avoir fait l'effort de faire l'exercice. On peut peut-être remontrer rapidement le Miro, Johan, pour montrer la richesse de ce qui a été fait. Yes, alors je vais faire une vue d'ensemble là de tout ça. C'est fou, hein. Vous avez vu un peu toutes ces informations? Yeah, c'est génial. En tout cas, là, le Miro, vous l'avez et vous pouvez continuer à compléter si vous avez besoin. À un moment donné, on prendra en photo ce qui a été fait et effectivement, on trouvera le moyen de vous partager tout ça. Eh ben, bon courage à toi en tout cas, hein, Cécile. Très bien, alors je vais me permettre, il est l'heure, je vais me permettre de poser un petit mot de la fin. Encore une fois, un grand merci à tous. Là, on part pour une petite pause de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas, restez connectés. Dans 10 minutes, on vous propose et on vous présente donc les speakers de du prochain créneau qui commencera donc, la présentation commencera donc à 10h30. Soyez présents, venez les rencontrer. À tout de suite. Merci à tous.